Quand le patient va regarder vers le bas, ces deux points vont être très éloignés. Et quand ils vont être très éloignés, c'est un signe de mauvais alignement. Sauf une situation où c'est physiologique de trouver des points éloignés, ce qu'on appelle le large angle kappa. Quand on a le large angle kappa, il y a des situations où nous avons le centre de la pupille qui est loin de l'apex de la cornée, et dans ce cas, c'est bilatéral et symétrique. Donc, quand on analyse le centre de la cornée par rapport à la pupille, au niveau des deux yeux, toujours examiner deux yeux, et il faut que les valeurs soient rapprochées. Si on trouve un décentrement d'un côté par rapport à l'autre, c'est que le patient a fait bouger son œil. Donc, le conseil, faites 3 mesures, 3 captures, vous comparez les coordonnées du point de l'apex de la cornée par rapport à la pupille. S'ils sont au-delà de 0,2, donc j'ai mis les valeurs ici, 0,2, que ce soit dans le X ou dans le Y, on va les voir tout à l'heure, c'est soit que c'est symétrique et bilatéral, et je le trouve sur les 3 captures, c'est un angle kappa qui est large. C'est physiologique. Attention, dans les lasik, etc., il faut en tenir compte. Et quand c'est asymétrique, c'est le patient qui a bougé, et il faut lui demander de recapturer. Parfois, j'ai recapturé, on a recapturé, mes orthos qui sont recapturés 7 fois, 8 fois des patients. Et parfois, le patient est fatigué, vous pouvez l'envoyer chez lui et le recapturer un autre jour. Alors, autre chose, voilà, alors le haze, les scars, ça a toujours existé. Le haze, les cicatrices ont toujours été c'est-à-dire la limite de cette technologie. Et chez Fluke, et depuis toujours, on a toujours parlé de l'imitation de Schönpflug par les cicatrices et par le haze, ce qui nous ramènera à la fin de parler de la nouvelle technologie. Alors, quels sont les éléments à voir et à étudier lors d'une topographie cornéenne? Il y a la kératométrie moyenne. Donc, au début, on parlait de kératométrie maximale, non. Kératométrie moyenne. Alors, comment on va analyser une topographie? Le but d'analyser la topographie, c'est de rechercher un kératocone. Ou bien, rechercher une cornée suspecte, une cornée anormale, qui n'est pas forcément un kératocone. Il y a un continuum entre une cornée normale, parfaite, et une cornée où il y a un kératocone avéré. Donc, elles sont faciles. Cornée normale, d'un côté, c'est le vert. Vous avez la cornée pathologique, kératocone avec tous les critères, c'est le côté rouge. Et vous avez au milieu beaucoup d'orange. Vous avez des cornées qui ne sont pas vraiment des vrais kératocones, mais qui ne sont pas vraiment des cornées normales. Et ce sont ces topographies, ces cornées qui nous font peur en chirurgie infantile. Quand je fais une topographie pour un LASIK, quand je vois c'est un kératocone avéré, ben je dis au patient directement en 2 secondes, monsieur, je ne peux pas vous opérer, vous êtes dans une autre rubrique, vous êtes malade. Quand je vois que tout est bon, bien sûr, je fais tout le bilan, je trouve tout est bon, je suis dans le vert, et voilà, monsieur, on peut vous opérer avec très peu de risque de problème. La difficulté se trouve dans les cas borderline. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Quand est-ce que c'est normal? Quand est-ce que c'est anormal? C'est ce qui fait la difficulté. Maintenant, tout ce qu'on va étudier maintenant comme critères, en premier lieu, ce sont différents arguments pour dire que cette cornée, elle est plutôt penchante vers le rouge ou penchante vers le vert. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs arguments. Je vous donne un exemple. Patient, vous suspectez maladie de Besset. Vous dites, voilà, ce patient, je suspecte maladie de Besset sur quelques arguments. Sur l'aphthose bipolaire, sur les pseudofollicules, sur le problème cardiaque, sur le problème du VIH, etc. Et vous êtes en train de rassembler des arguments pour incriminer une pathologie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les critères pour dire que ce patient a un B7. Vous avez le B7 avéré et vous avez le B7 probable. C'est exactement pour le kératocone. Vous avez le kératocone avéré, on va voir les critères à la fin, et vous avez la cornée. Je ne peux pas dire que c'est un kératocone, je ne vais pas aller le traiter agressivement, mais c'est une cornée que je vais laisser tranquille, que je ne vais pas ablater. D'accord? Donc, premier critère que je vais chercher, la kératométrie moyenne, qui devrait être inférieure à 47. Quand je dis inférieur à 47, le KM inférieur à 47, il dit c'est un point positif pour cette cornée.
il ne dit pas qu'elle est normale. Une kératométrie entre 47 et 50, borderline. Une kératométrie au-delà de 50 me dit que c'est un point négatif pour cette cornée. Moins de 47, point positif pour la cornée, elle est en faveur de la cornée. Au-delà de 50, c'est un point négatif pour la cornée. Ceci ne dit pas que au-delà de 50, c'est un kératocone, moins de 47, cornée normale. Donc détachez-vous ces deux idées. Moins de 47, premier argument en faveur de cette cornée. Les cornées, mais je vais encore chercher un deuxième critère, un troisième critère, un quatrième critère. Je peux avoir une cornée à moins de 47 à 45, mais j'ai d'autres critères de kératocone avérés. Et je peux avoir une cornée à 52 de km ou 52 km, mais tout le reste est normal. Et je dirais, ce n'est pas un kératocone, je ne vais pas aller l'opérer, cross-linker, etc. Mais je ne vais pas aller faire un laser. Est-ce que vous arrivez à cerner cette nuance? C'est le plus important. Deuxième chose, le point le plus fin. Donc toujours en chirurgie réfractive ou en kératocone, les médecins s'attachent beaucoup à l'épaisseur. Quelle est l'épaisseur de la cornée? Est-ce que c'est 500? Ah d'accord, c'est un 560. Très bien. Ah, cornée qui est bien épaisse, on peut faire ce qu'on veut. Ah, 470, 480, attention, mauvaise cornée. C'est vrai. Le fait d'avoir une cornée au-delà de 500 c'est un point positif pour la cornée, comme l'autre. Mais on peut avoir un kératocone avec une cornée à 600. Et une cornée inférieure à 470, c'est vrai que c'est un mauvais présage. Mais on peut avoir des cornées parfaitement normales, inférieures à 470. Et mes orthoptistes qui sont là, qui peuvent en attester, on fait énormément de topographie chaque jour, et on voit beaucoup de cornées normales avec des 450, des 460, où il n'y a absolument pas de kératocone. Et on a des kératocones à 460, à 560, 540, je les appelle les kératocones obèses. Maintenant, la différence entre astigmatisme manifeste et astigmatisme topographique. Quand on a une différence entre astigmatisme topographique et manifeste, dans quelle situation? Astigmatisme cornéen et astigmatisme manifeste lors de la réfraction. On peut avoir une différence dans quelle situation? Astigmatisme interne. Il y a l'astigmatisme interne et il y a la situation où je fais la topographie, j'ai un astigmatisme et je fais la réfraction, je trouve une autre. Donc ce que je trouve sur la topographie n'est pas un vrai astigmatisme, est un mélange d'aberrations. Et on parle d'ectasie. Donc nous avons deux situations, astigmatisme interne et ectasie cornéenne. Et l'astigmatisme interne, on peut avoir beaucoup, on peut avoir du haut cristallin, l'ectopie, l'astigmatisme rétinien, parfois il y a des dysfonctions, parce qu'il donne des astigmatismes internes. La valeur, la Q-value, ou le facteur d'aspéricité. Le facteur d'aspéricité, on sait très bien que la cornée normale est une cornée qui est prolate. Elle est un peu bombée. Elle est toujours plus bombée au centre qu'en périphérie. C'est comme ça qu'elle doit être. Une cornée parfaitement sphérique est une mauvaise cornée. Donc, la cornée, elle est un peu prolate. Mais il y a des valeurs normales de cette Q-value qui, en général, entre le 0 et le moins 0,8 ou moins 1. Ça veut dire qu'elle est un peu prolate, mais elle ne doit pas dépasser des limites. Quand elle est en vert, c'est-à-dire la marge que j'ai donnée en vert, elle est considérée comme normale, c'est-à-dire un bon signe pour cette cornée. Mais ça ne veut pas dire que cette cornée est parfaitement normale. Il faut toujours regarder l'ensemble des critères. Et on peut avoir une cornée hyper prolate, trop bombée, on la voit aussi dans les kératocones. Et on a des cornées qui sont très plates, c'est-à-dire le Q-value est positif, on la va la voir dans deux situations. La première situation, c'est les cornées qu'on a traitées avec l'ASIC, on les a aplaties, l'ASIC myopique. Et nous avons la situation de la maladie de Marfan. La maladie de Marfan donne une cornée plate. Par contre, dans les cornées hyper prolates, ça peut être des kératocones, comme ça peut être des cornées traitées de hypermétropie. On a cambré le centre de la cornée. On va passer à l'étude des cartes. Les cartes, nous avons les 4 cartes classiques qu'on connaît. C'est la carte axiale, la carte sagittale antérieure,
voit aussi la carte d'élévation antérieure, la carte d'élévation postérieure et la carte pachymétrique. Alors, je ne vais pas rentrer trop pour ne pas rentrer des choses un peu plus compliquées. Dans la carte axiale, la face antérieure, on peut être utilisée par deux manières, par carte sagittale, antérieure ou axiale, ou la carte tangentielle. Bon, responsable, je vais vous parler de la carte axiale. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent me contacter plus tard pour leur donner les détails de ce que c'est qu'une carte tangentielle. Alors regardez-moi ces trois cartes, dans laquelle le kératome est plus avancé. C'est pas le même échelle. Faites attention à l'échelle. Il ne faut pas analyser des couleurs. Les couleurs sont là juste pour vous faciliter la tâche. Par exemple, moi j'ai une machine, je l'utilise tous les jours, je mets un code couleur, il me facilite la consultation, me facilite l'exploration, et voilà, je vois que quand c'est rouge dans ma tête, j'ai une sorte de réflexe, la couleur détermine quelque chose, une valeur. Mais quand je reçois une topographie venant d'un confrère qui a utilisé une autre échelle, eh bien, je vais oublier les couleurs, et je vais aller voir les valeurs. D'accord? Donc, attachez-vous aux valeurs et non pas aux couleurs. Faites attention à l'échelle. Maintenant, les différentes formes de cartes axiales. Excuse-moi, montre-moi Oui. les échelles, là, les différentes échelles. Voilà, ici il y a une dioptrie, 0,5 dioptrie et 0,25 dioptrie. Donc plus vous rapetissez le pas, plus les couleurs sont plus vivantes et plus la différenciation est importante entre les couleurs chaudes. C'est votre habitude. Moi j'utilise une dioptrie, mais vraiment utiliser l'échelle, il n'y a pas de recommandation sur la. C'est pour ça que la machine, vous avez plusieurs échelles pour faire ce que vous voulez. Le plus important, c'est les valeurs. Quand vous faites une petite échelle, vous allez rechercher quand même les petites déformations, les petites anomalies. Mais attention, quand vous cherchez trop, vous trouvez trop. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Pentacam a ce qu'on appelle le bruit de la machine. C'est que la machine, elle va se tromper sur 0,25 à 0,5 dioptrie. Et vous allez faire sur la même coordonnée, le même endroit, et puis vous donner des valeurs différentes de 0,25 à 0,5. Donc si vous vous acharnez parfois sur le 0,25, vous pouvez trouver des différences de c'est un kératome qui est en train d'évoluer. Il évolue combien? De 0,25. Est-ce que 0,25 est un critère d'évolution? Non. D'accord, donc trop chercher, c'est trop trouver, parfois trouver en excès. Donc là, c'est les images classiques qu'on devrait voir sur une carte axiale normale, et ça c'est applicable pas que sur Pentacam, sur toutes les machines, sur Pentacam, sur TMS, sur le disque de Placido aussi, uniquement parce qu'il étudie la face antérieure. Donc, quand on trouve ces trois types d'images, elles sont considérées comme normales. Premier exemple, arrondi ou ovale. Deuxième exemple, symétrique bowtie ou le hourglass, c'est-à-dire le sablier, l'image en sablier. Donc vous avez deux types, quand c'est symétrique, quand c'est arrondi ou ovale, et vous avez l'autre type quand il y a un sablier symétrique. Donc il est considéré comme normal à condition que les autres paramètres soient normaux, c'est-à-dire la kératométrie, les autres qu'on a vus. Oui. Le sablier, il faut qu'il parte au-delà des 3 mm. Pardon? Pour le sablier. Oui. Alors, automatiquement, quand il ne part pas au-delà des 3 mm, automatiquement il est cambré et vous allez trouver à côté une élévation postérieure. Et ça va être un astigmatisme secondaire et non pas un astigmatisme primaire. Il va générer un astigmatisme secondaire qui est une aberration de 4e grade. Donc, quand vous trouvez que le sablier est symétrique, regardez la kératométrie moyenne. Si elle est au-delà de 47, méfiez-vous, si elle est moins de 47, elle est considérée comme un bon signe pour cette cornée, mais toujours chercher. Quand je dis normal, ça ne veut pas dire normal, cornée normale. Je dis, le signe, il est normal. C'est comme si vous prenez un ionogramme d'un patient, un de la glycémie zéro, un ionogramme, vous trouvez le sodium zéro, vous ne limitez pas à lire la natrémie. Il faut lire la natrémie, la kaliémie, le potassium, etc.
À la fin, vous dites normal, le bilan est normal, anormal. La topographie, plusieurs critères, normal, anormal, et on va rassembler l'ensemble pour dire que ce patient a des facteurs d'anomalie ou des signes de normalité. Maintenant, il y a une forme asymétrique. Et bien sûr, qui dit kératocone ou qui dit ectasie, dit asymétrie au niveau de la corne. Pas toujours, sauf dans les kératocones centraux. Lorsqu'on a un kératocone au niveau du corps, on peut ne pas trouver d'asymétrie. Donc là, on a une asymétrie. Quand le kératocone, souvent, il se développe en bas et en temporal. Donc les asymétries où c'est bombé en inférieur, elles sont plus suspectes. Donc quand vous avez une asymétrie au-delà de 1,4 ou 1,5 dioptrie, ça veut dire que c'est une forme où il y a très grand risque de kératocone. Oui? Alors, vous allez, pour l'asymétrie, vous allez sur la ligne des 5 mm. Sur la ligne des 5 mm, vous cliquez sur un point en haut et un point en bas et vous comparez. Donc, juste le point, il faut prendre les 5 points. Non. Vous allez par exemple, il y a plusieurs manières. Il y en a ceux qui prennent 3 points en haut, 3 points en bas. Ou bien vous pouvez trouver l'indice de Rabinowitz, vous prenez juste un point en bas, un point en haut, vous comparez. C'est suffisant. Alors, quand c'est au-delà de 1,4, c'est asymétrique. Mais attention, la face antérieure, elle n'est analysable que si la bonne capture, si le patient. Vous pouvez trouver ça, vous dites ça c'est un kératocone, mais quand vous cherchez, vous trouvez que le patient regarde vers le bas. Alors imaginez une cornée normale, vous la capturez en face et vous donne une image normale. Imaginez que le patient regarde vers le bas. Eh bien, le sommet de la cornée normale va se positionner en bas et la machine va vous donner une asymétrie. Il va vous dire que c'est un kératocone alors que ce n'est pas un. Attention au mouvement de l'œil du patient. Et nous avons aussi des formes de kératocone supérieures qui sont très rares, très rares. J'en ai vu très peu. Quand vous avez un bonbon supérieur, recherchez le plus souvent une opacité en inférieur. Quand on a un bonbon supérieur, on va aller chercher d'autres critères. Le point le plus élevé, on va chercher le point le plus fin. Pour que le kératocone soit en supérieur, il faut qu'au niveau de cette zone-là, j'ai une élévation anormale et j'ai une pachymétrie fine, pour dire que ça c'est un kératocone. Souvent quand on trouve ça, c'est une opacité à ce niveau-là, qui donne un aplatissement au niveau de cette zone-là, et qui va donner cette asymétrie. Donc c'est beaucoup plus suspect quand vous avez le bonbon inférieur. C'est beaucoup moins suspect quand le bonbon est en supérieur, et vous pouvez rapidement déterminer est-ce que c'est un vrai kératocone supérieur ou une opacité cornéenne que vous allez chercher avec la lampe à fond ou même avec l'OCT. Oui. Oui, excusez-moi. Parfois, si on prend par exemple juste 2 tours, si on ne tombe pas sur la courbure, parfois on peut rater. C'est pas plus utile de prendre 3 ou 4. Oui, tu peux. Et en général, quand tu prends le point, tu es sur la machine. Ça va mettre sur la machine du topographe. Et je vais cliquer ici. Voilà, ça va m'afficher la valeur. Et puis à côté, je vais essayer de chercher. Je vais cliquer un peu par-ci, par-là. Et puis en bas, je cherche. Et je vais chercher cette asymétrie. C'est beaucoup mieux quand vous êtes devant l'écran du topographe et vous le cherchez vous-même et vous cliquez dessus. C'est pour ça. Alors celui qui vous fait, pour ça que je vous dis, celui qui vous fait la topographie doit être un expert, quelqu'un qui sait examiner la topographie. Pas qu'il vous donne juste une image. Parce que c'est lui qui va chercher ça pour vous. Est-ce qu'il y a pas moyen de récupérer les datas de la machine? Vous devez avoir le logiciel de la machine sur votre PC. Donc c'est-à-dire que l'Oculus va vous donner l'application sur votre ordinateur et la clinique ou le centre qui vous fait la topographie va prendre l'information, vous la mettez sur clé et vous la ramenez, vous la mettez dans votre ordinateur et vous allez lire la topographie comme si vous étiez sur la machine. C'est la seule solution. Mais je ne pense pas que la société va donner ça pour vous. Pour le calcul de essayer les seulement dans les formes, des tailles asymétriques ou aussi pour les formes symétriques? Pour la forme symétrique, qui veut dire symétrique, veut dire qu'il n'y aura pas de différence. Quand c'est symétrique, vous ne trouverez pas de différence. Oui, donc quand c'est symétrique, c'est la même valeur en haut et en bas. Mais quand c'est asymétrique. En voyant la
Quand tu as la forme symétrique, tu peux calculer, tu peux trouver des asymétries de 1,5, 1,4, mais attention à ces valeurs. Attention, on va voir pourquoi. Parce qu'on peut avoir des asymétries sur la carte axiale qui sont dues tout simplement à des mouvements d'yeux, qui sont dus à des films lacrymales, qui sont dus à des sécheresses oculaires. Alors la face antérieure, je dis toujours, c'est la face menteuse. El-Kittaba. La face antérieure, pourquoi? Parce qu'on est en train d'analyser du film lacrymal. C'est comme si vous êtes en train de mesurer le bord de la plage. Et à chaque fois, il y a la marée haute et la marée basse. Et à chaque fois, vous mesurez un endroit. Donc les larmes changent au fil de la journée, l'épithélium change au fil de la journée, et c'est la seule chose que vous êtes en train d'examiner comme face antérieure. Attention, l'analyse de la face antérieure, elle pose beaucoup de problèmes. D'où l'intérêt de la nouvelle technologie qu'on va voir à la fin. Le SRAX. Le SRAX, c'est aussi un signe. Alors, quand on a un SRAX, quand on a une déformation du méridien le plus cambré, quand on a un SRAX, ça veut dire que nous avons une asymétrie au niveau des valeurs kératométriques de cette zone et cette zone. Le SRAX, c'est quoi? C'est une déformation de l'axe le plus cambré, qui est au-delà de 22 degrés, sur certains bouquins 22, sur d'autres 20 degrés. C'est ça. Donc vous avez l'axe le plus cambré ici et l'axe le plus cambré qui ne font plus une ligne droite. Attention, beaucoup d'erreurs. Si le patient regarde de ce côté-là, vous pouvez avoir un faux axe. Si le patient a une goutte de larme ici, vous allez avoir aussi, vous pouvez avoir un faux axe. Autre chose, il faut une condition sine qua non pour déterminer le SRAX, c'est que l'astigmatisme topographique doit être supérieur à une dioptrie. Pourquoi? Je reviens à une diapositive qui a précédé, c'est celle-là. Voilà. Regardez ici, nous avons dit tout à l'heure que c'est une image qui est strictement normale. Alors que vous allez me dire, j'ai une cassure de la ligne la plus cambrée. La différence, c'est que ici, la différence entre l'astigmatisme que nous avons ici, il est de 0, je pense, il est de 0,2 dioptrie. 0,2 dioptrie. À 0,2 dioptrie, l'astigmatisme, les deux méridiens, le plus cambré et le plus plat, ne sont pas discernables par la machine. C'est comme si je vous donne, vous, deux points lointains qui sont très rapprochés. Vous allez me dire c'est un seul point. Mais si je vous donne que les points sont très éloignés, vous allez pouvoir avoir la discrimination entre deux points. C'est la même chose. Le topographe, pour qu'il puisse déterminer le méridien le plus cambré et sa position, et le méridien le plus plat et sa position, il faut obligatoirement que la distance entre les deux méridiens soit d'une dioptrie. La hauteur, il faut que l'un soit plus bombé. Voilà, un plus bombé que l'autre d'une dioptrie. Sinon, le topographe va mélanger l'un avec l'autre, et donc il va mélanger ce méridien avec l'autre, et ça va donner une image. Donc, quand vous avez une cassure, allez voir l'astigmatisme topographique. Si l'astigmatisme topographique est inférieur à une dioptrie, ne tenez pas compte de cette valeur, elle est normale. Lorsqu'elle est supérieure à une dioptrie, tenez compte de la valeur. Mais je dis bien, énormément de facteurs d'erreur. Beaucoup de SRAX sont des faux SRAX. Et c'est juste des yeux qui bougeaient pendant la capture. Donc regardez le nombre de risques d'erreur. 1. Le mauvais alignement. 2. La façon dont elle filme lacrymale. 3. L'épithélium. 4. Bien sûr le port de l'entier, etc. Et bien sûr l'astigmatisme topographique. Il faut faire attention à ça. Vas-y. Continue. Ça nous fait une petite pause.
Alors voilà, on a le stratégie qu'il a fait. Alors les images qui sont anormales sont typiques, les images en aile de papillon, en pince de crabe. Ça, on les voit dans les dégénérescences marginales pellucides et dans d'autres pathologies. Maintenant, on a terminé la carte axiale qu'on peut étudier soit dans le test de Placido ou dans les tomographes. Le pentacam vous donne une carte axiale juste simulée. Ce n'est pas la vraie carte axiale. La vraie carte axiale, vous l'avez sur le Placido. Maintenant, ce qu'a apporté les tomographes, justement, c'est les élévations. C'est étudier chaque face par rapport à une face de référence. Donc, pour chaque face de la cornée, la machine va générer une surface de référence. C'est le niveau de l'eau, de la mer, par rapport, et vous allez déterminer tout ce qui est montagne au-dessus, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Et donc, tout ce qui est positif va être en couleur chaude, tout ce qui est négatif en couleur froide. Et donc là, vous allez avoir le sablier, quand vous allez avoir, ça c'est normal dans les deux cas, sablier parce que vous avez un astigmatisme au-delà d'une dioptrie, vous n'avez pas de sablier lorsque l'astigmatisme est inférieur à une dioptrie. Et vous avez des îlots. Ce sablier est normal, ce sablier aussi est normal. Cet îlot est anormal. Pourquoi? Parce que ici, dans cet îlot, je vais aller voir le point, l'élévation du point le plus fin. Si elle est dans les valeurs normales, qu'on va voir tout à l'heure, elle est considérée comme normale. Si elle est élevée, trop élevée, elle est considérée comme anormale. C'est-à-dire par rapport à une surface de référence, qui est la moyenne des élévations d'une surface de la cornée, toute partie qui est bombée, c'est une montagne par rapport à cette surface. Elle est considérée comme anormale et elle va être avec une couleur chaude. Je ne sais pas si c'est clair ou je reprends. C'est clair? Comment déterminer l'élévation postérieure, la valeur d'élévation postérieure? Ce n'est pas les 5 mm centraux. Certains qui disent je vais chercher dans les 5 mm centraux. Non, je vais cliquer sur le point le plus fin. Et c'est la valeur de l'élévation du point le plus fin qui va me donner l'élévation postérieure. Pourquoi? Parce que si vous vous basez sur l'élévation des 5 mm centraux, si on va ici dans cette cornée, qui est parfaitement normale, où l'élévation du point le plus fin, il se situe ici, elle est normale. Si j'examine les 5 mm centraux, je peux aller sur une zone ici, je trouve au-delà de 18, et je vais dire que c'est une élévation anormale. Non, jamais, jamais les 5 mm centraux. Quand vous étudiez en mode BFS, Best Fit Sphere, vous cliquez sur le point le plus fin et vous déterminez l'élévation postérieure. Celui qui fait la topographie pour vous doit le mentionner sur le compte rendu. Il doit vous mettre élévation postérieure BFS à telle valeur. Et dans tous les autres poids des 5 mm centraux, on ne tient pas compte. Parce que dans pas mal de papiers, ils sortent des... Alors, les autres points qui sont en dehors des 5 mm centraux, il y a le module Belin-Ambrosio. Le module Belin-Ambrosio, Ambrosio et Renato Ambrosio avec professeur Belin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont aller voir au niveau de toute la cornée un endroit où il y a 3 mm qui sont plus bombés que le reste. Ils vont les exclure, faire un BFS et puis les remettre. Ça, c'est le Belin-Ambrosio. Sinon, le cours va être beaucoup plus long. Ça, c'est le Belin-Ambrosio. Pour le BFS, retenez, très simple, point le plus fin, la valeur tiers. Belin-Ambrosio, c'est un module d'intelligence artificielle de Oculus, de la société Oculus qui commercialise Pentacam. Vous n'allez pas le trouver chez TMS, vous allez trouver d'autres logiciels d'intelligence artificielle. Pour le Sirius, il y en a d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. La machine, elle va essayer de se mettre à la place du médecin et donner des calculs et donner des résultats. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une analyse par le médecin lui-même. Il est en train d'analyser point par point, et le médecin lui-même qui fait l'analyse et non pas la machine qui le fait pour lui. Si on veut faire tout ça, ça prendra peut-être une journée de... On a fini les élévations. Donc les élévations, on utilise les élévations de la face antérieure et les élévations de la face postérieure. Maintenant, on va voir la carte pachymétrique.
la carte pachymétrique, on va voir, si vous voulez, 2 ou 3 choses. Un, le point le plus fin, on l'a vu tout à l'heure, quelle est sa valeur. Et on va voir la forme de cette carte. Normalement, elle devait être centrée. Une cornée normale, c'est une cornée où le point le plus fin et ses alentours se situent au centre. Lorsque le point le plus fin et ses alentours se situent en inférieur, ça pourrait être un kératocone, parce qu'on sait très bien que les kératocones se développent beaucoup plus en inférieur. Mais attention, lorsque le malade regarde vers le bas, le point le plus fin et tout ça va être, vous pouvez avoir un déplacement de tout ça vers le bas, et vous allez dire, ah attention, c'est anormal, et c'est juste que le patient regardait vers le bas. Donc toujours faites attention au mauvais alignement. Si vous trouvez que tout ça est vers le bas, si vous trouvez qu'il y a un Rabinowitz, si vous trouvez que sur l'élévation le point le plus élevé est situé en bas, si vous trouvez que les Y du centre de l'apex de la cornée est très négatif, attention, c'est juste un mauvais alignement et refaites la capture au patient. Les profils pachymétriques, on sait très bien que la cornée elle est toujours plus fine au centre et plus épaisse en périphérie, donc la sclère elle s'amincit vers le centre, mais elle s'amincit selon un ratio assez cohérent. Donc lorsqu'elle s'amincit rapidement de la périphérie vers le centre, la périphérie est située ici, quand elle s'amincit, ça c'est fin, ça c'est épais, ça c'est la périphérie, ça c'est le centre. Donc quand elle s'amincit de la périphérie vers le centre de façon très rapide, c'est comme les courbes de croissance des enfants, les courbes de poids, de taille, etc. Donc il y a une homogénéité. Vous n'allez pas dire à un enfant pourquoi vous avez 6 kilos. Ah, vous êtes maigre. Mais vous allez déterminer par rapport au poids de sa naissance et son évolution. Donc chaque enfant va maigrir ou va grossir en fonction, vous allez déterminer s'il maigrit ou s'il grossit en fonction de son évolution. Et bien pour chaque cornée, on va dire peut-être que pour cette cornée, cette valeur, si le point était situé là, ce point est situé là, alors que ce point est situé là, et quand la courbe elle a dépassé le couloir, ça veut dire que la cornée elle était épaisse en périphérie, elle est anormalement mince au centre. C'est un signe de suspicion. Ce n'est pas forcément un signe de kératocone, mais c'est un signe de suspicion et la valeur du profil, elle doit être inférieure à 1.2. Vous allez le trouver dans le module Belin-Ambrosio de topographe Betacam ou bien sur la carte résumée réfractive. Je passe, et bien sûr, toujours analyser les deux yeux. Jamais analyser un côté. Jamais, jamais en topographie, c'est toujours les deux yeux. Il faut que ce soit symétrique et bilatéral, ce qu'on appelle l'énantiomorphisme. Quand vous trouvez l'image à droite en miroir de l'image à gauche, c'est rassurant. Quand vous trouvez une asymétrie, ce n'est pas rassurant. Donc je peux trouver des éléments qui sont normaux de chaque côté, mais quand je trouve une asymétrie entre les deux yeux, je m'inquiète et je vais refuser le patient en chirurgie réfractive. Donc si vous avez vu, tout ce qu'on a maintenant récolté, c'est un ensemble de critères qu'on va analyser. Il y a sodium, il y a potassium, il y a chlore, etc. Et maintenant, à la fin, on va dire voilà, notre ionogramme, est-ce qu'il est normal ou anormal? Il y a la conclusion qu'on va faire à la fin en fonction des critères qu'on a trouvés. Alors, si on trouve que des valeurs en vert normales, tout est vert normal, on peut dire que la tomographie est normale. Et bien sûr, on a le droit d'aller chercher avec d'autres machines, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, d'autres machines, d'autres anomalies. Si on trouve de l'orange, une fois, on peut fermer l'œil, on peut faire un traitement de surface. Si on trouve plusieurs oranges ou du rouge, c'est-à-dire une valeur qui est extrêmement normale, on dit voilà, ce patient est préférable de ne pas faire de chirurgie réfractive laser pour lui, mais ce n'est pas forcément un kératocone. Mais il y a de nouvelles données qu'on va voir tout à l'heure parce que la technologie elle a changé, elle a évolué. Alors, aussi ce que peut nous donner la machine, c'est la profondeur d'achampouté et d'autres éléments qui sont utiles dans les implantations fines. Maintenant, quel est le diagnostic du kératocone? Tout à l'heure, on a regroupé les critères pour dire si c'est une cornée anormale, je ne vais pas faire de LASIK, je ne vais pas faire de PK, etc. Maintenant, comment incriminer une cornée et dire toi, tu es un kératocone. Toi, tu es une maladie. Donc, c'est le côté rouge qu'on a vu tout à l'heure. Cornée normale, c'est du vert. Cornée anormale ou kératocone, c'est du rouge. Et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était des variantes entre les deux. Maintenant, quels sont les critères qui vont dire ce patient a formellement un kératocone, a une maladie?
Devant une topographie pentacam, quels sont les critères que je vais voir ici pour dire que c'est un kératocone? Quelle carte je vais regarder? Quelle valeur je vais regarder? L'élévation. La carte d'élévation postérieure, c'est-à-dire je vais aller sur mode VFS, cliquer sur le point le plus fin et voir si je suis au-dessus des 18. Si je suis au-dessus des 18, j'ai un premier critère. Quelle deuxième carte je vais voir? La carte axiale. Sur la carte axiale, je vais chercher les anomalies qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la symétrie, le SRAX, la kératométrie moyenne au-delà de 45. Ça, c'est un deuxième critère. Si j'ai ce critère plus ce critère, je peux dire que c'est un kératocone. Est-ce que j'ai parlé de la carte pachymétrique? La carte pachymétrique n'est pas un critère diagnostic de kératocone. L'épaisseur n'est pas un critère diagnostic de kératocone. On peut avoir des kératocones avec 560, on peut avoir des cornées normales à 470. Voilà, retenez ça. Et ce n'est pas fini, ça c'est pour Pentacam, on aura d'autres critères tout à l'heure. Le film continue. Voilà. Et pachymétrie is not a critère. La pachymétrie n'est pas un critère diagnostique. Je parle de la pachymétrie totale de la cornée. Nous avons une autre pathologie ici qui est la. Excusez-moi. Ah, voilà, alors ça, c'est une autre pathologie qui est le cousin germain de kératocone. Alors, il y avait une communication à Zurich. Est-ce que la DMP est la même pathologie que le kératocone? Est-ce que c'est pas la même chose? Personne n'est d'accord. Il y en a ceux qui disent que c'est la même chose, ceux qui disent que c'est pas la même chose. Donc, les critères pour dire DMP, il y a 3 critères. Il y a le critère qu'on a vu tout à l'heure, la moustache gauloise, plus l'élévation anormale, plus le critère pachymétrique qui est obligatoire. La pachymétrie doit avoir un amincissement périphérique dans la DMP. Si on n'a pas ça, c'est un kératocone, ce n'est pas une DMP. On appelle le PLK, Pellucid Like Keratoconus. Maintenant, on va passer au sujet d'actualité. Comparaison entre les différents topographes, les différentes technologies. Je vais prendre chaque élément examiné par la topographie, on va voir tous les topographes qui existent sur le marché, comment ils l'analysent. On va prendre la surface antérieure. La surface antérieure, elle est analysée par les disques de Placido. Donc, le disque de Placido est assez précis dans l'analyse de la surface antérieure. Pourquoi? Parce que c'est une capture directe. Ce n'est pas une reconstruction. C'est une capture directe. Mais, malheureusement, il est sensible aux anomalies du film lacrymal et des irrégularités épithéliales. Donc, le disque de Placido est un moyen, aujourd'hui, fiable dans l'examen de la face antérieure. Oui? Question pratique. Est-ce que pour tes patients chez qui tu fais des tacales, tu mets systématiquement de l'arme artificielle? Non. Est-ce que ça ne serait pas bien pour diminuer un petit peu les irrégularités? Oui, si tu as une anomalie, à ce moment-là, tu peux soit assécher, soit mettre des larmes. Parfois, tu as une rivière lacrymale pleine, tu la sèches. Soit parfois des sécheresses, tu mets des gouttes et tu attends un petit peu, parfois tu mets même des gouttes quelques jours. On peut analyser la surface antérieure grâce à des tomographes. Je reviens au disque de Placido. Alors, le disque de Placido existe sur les topographes spéculaires, les anciens, les canons, et il existe aussi dans toutes les machines Scheimpflug, sauf le Pentacam. C'est-à-dire, il existe sur le TMS, c'est une bonne chose. Il existe sur le Cirrus, il existe sur l'OPDScan et sur le Galilée. Donc, c'est des machines qui sont hybrides. Donc, vous avez 2 technologies, un disque de Placido et une caméra Scheimpflug. C'est pour ça que ces machines dépassent Pentacam. Alors, on peut analyser la face antérieure uniquement sur des captures Scheimpflug. C'est des reconstructions de la machine en se basant sur les coupes qu'elle a faites. Elle va reconstituer une face antérieure. Mais elle n'est jamais aussi fiable qu'un disque de Placido. Donc, elle est moins précise. C'est une reconstitution de la tomographie et les sensors, bien sûr, au film lacrymal, aux anomalies épithéliales et aux irrégularités.
elle est sensible aussi aux opacités, au haze. Donc quand vous avez une opacité ou un haze, les élévations sont normales.